Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui je vais vous tourner une vidéo entre guillemets en deux parties, puisque ce sont deux vidéos liées, entre les bonnes choses découvertes en 2021 et les les mauvaises choses découvertes en 2021. Pour voyager à travers quatre thèmes, qui sont les films, les musiques, films, musique, oui, cinéma, non pas cinéma, série télé, parce que film, cinéma ça revient au même, et le catch. Je vais parler effectivement des éléments que dans cette vidéo que j'ai bien aimé et dans l'autre vidéo de ceux que je n'ai pas aimé. Voilà. D'abord avec la musique, ça va être très rapide puisque je vais parler de tout ce que j'ai découvert qui m'a vraiment marqué dans cette année 2021, mais pas forcément ce qui est sorti, puisque contrairement au cinéma, aux séries télé, où ce sont des choses que je suis plutôt régulièrement, comme le catch. Bon, le catch, je ne suis pas les weekly, mais je regarde tous les pay-per-view. À part les NXT Takeover, je les ai pas tous regardés, mais peut-être que cette année, je regarderai peut-être tous les takeovers, vu qu'au final, je crois qu'il n'y en a que 4 ou 5 en tout dans l'année, donc ça c'est pas trop grave, ça permettrait en même temps de m'habituer aux nouveaux catcheurs de NXT, donc ça peut être pas mal. Mais enfin bref. Pour la musique, forcément, moi j'ai découvert, entre guillemets, la K-pop pendant la période de Noël 2020. À l'époque, je n'écoutais que du Blackpink jusqu'à peu près la mi-janvier. Donc au final, tous les autres groupes qui aujourd'hui pour moi sont beaucoup plus importants et que j'aime énormément, c'est des groupes que j'ai découverts pendant l'année 2021, même si pour quasiment tous, ils ont été créés bien avant. Voilà. Donc il y a des groupes par exemple que j'ai pas mis dans le top mais que j'ai beaucoup aimé quand même découvrir, comme Yves qui est sorti le premier. Ah si, Yves je l'ai mis, donc oubliez ça. Comme Apex ou Mireille par exemple, sont des groupes qui ont débuté cette année mais que je n'ai pas mis dans le top mais que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Les autres, c'est plutôt des groupes très importants pour moi que j'ai mis. Donc forcément, j'ai mis Twice, qui est devenu mon groupe préféré en très peu de temps, notamment grâce à la fandom, où je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux d'être dans cette fandom-là que dans celle de Blackpink. Et de toute façon, dans l'autre vidéo, je vais beaucoup parler de la fandom de Blackpink et un peu de celle de BTS. Voilà. Ensuite, bien sûr, il y a IU, donc IU qui est incroyable, qui est une chanteuse que j'adore et que j'espère un jour que j'arriverai à choper son album Lilac. Parce que malheureusement, sur le site où j'achète mes albums, il est en rupture de stock. Et surtout que mes chansons préférées sont dans cet album-là, donc j'espère l'avoir un jour. Et puis, il faut également que je mate Hotel del Luna pour voir ce qu'elle donne en tant qu'actrice. Ensuite il y a Yuri, donc Yuri en plus j'ai sorti un unboxing de son album il y a quelques jours, voilà, Yuri qui est un énorme coup de cœur que j'aime énormément, qui est devenu ma membre d'Ice1 préférée, même si techniquement le groupe n'existe plus. Ensuite il y a aespa, donc aespa qui techniquement a débuté fin 2020 mais que moi j'ai découvert Black Mamba vers le mois de janvier. Je pense mi-fin janvier, parce que je me souviens que j'avais montré Black Mamba à ma mère juste après le concert des Blackpink. Donc j'ai dû découvrir aespa dans cette période-là où il y a eu le concert des Blackpink en ligne là. Et du coup ensuite aespa est devenu un des groupes les plus importants à mes yeux. Ensuite il y a mon deuxième groupe préféré, donc les Luna. Luna que j'adore, que j'ai notamment découvert grâce à BG K-pop, comme certains autres groupes, peut-être pas tous ceux qui sont là mais certains, puisque pour découvrir des groupes, ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur sa chaîne, comme il fait beaucoup de réactions et que j'adore ces réactions. Et du coup j'ai regardé plein de groupes ou de titres qui m'intéressaient, dès qu'il y avait un truc qui m'attirait l'œil, j'allais voir. Et puis du coup il y a plein de groupes comme ça dont j'ai gardé le nom de côté et puis qu'après j'ai réécouté. Et du coup parmi eux il y avait les Luna qui actuellement est mon deuxième groupe préféré. Ensuite, il y a les Pixies. Alors les Pixies en plus qui font partie de ceux qui ont débuté vraiment en 2021 et que j'adore leur concept et tout, il est incroyable, les membres ils sont incroyables. Et du coup, voilà, c'est également un groupe qui est dans mon top 10.
Ensuite, il y a les Dreamcatcher que j'ai également découvert grâce à BG K-pop, et voilà, les Dreamcatcher, c'est la folie. Vraiment, dans leur style, il n'y a pas mieux, quoi. Les Pixies sont un peu dans le même style, sauf qu'elles font vraiment musique plus K-pop qui rock metal, comme peut le faire Dreamcatcher. Ensuite, il y a les G-Idol que j'aime énormément, que j'ai sûrement découvert également grâce à BG K-pop, et surtout le solo de Yuki avec Giant est un titre qui m'a beaucoup marqué. Pendant des semaines, j'écoutais son titre juste avant de dormir parce que ça me faisait vraiment du bien d'écouter cette musique-là. Ensuite, il y a les Oh My Girl, donc on voit l'album juste là, les Oh My Girl, pareil, un très très bon groupe. Par contre, je ne suis pas sûr, ou à moins que j'ai dû voir si BG a fait une vidéo sur Non-Stop, j'aurais peut-être vu. Bon, sachant que la vidéo qui m'a le plus marqué, c'est Liar Liar, qui est quand même un très vieux titre, mais je ne pense pas du coup que ce soit par BG que j'ai découvert. Ensuite, on a les Red Velvet, que je surkiffe, les ITZY qui est le groupe avec aespa, qui étaient les deux pendant une période que je préférais à Blackpink quand j'ai découvert ITZY et aespa, parce que je les ai découverts tous les deux à peu près à la même période. Et ensuite, j'ai découvert Twice, plutôt redécouvert un petit peu après Twice, et du coup Twice est passé au-dessus de tout le monde. Mais pendant une petite période, en début d'année, les ITZY et les aespa avaient pris le dessus entre guillemets sur Blackpink. Ensuite, il y a Everglow qui est incroyable, que j'ai découvert grâce à BG K-pop aussi, et vraiment j'adore tout ce que font les Everglow. Purple Kiss également, qu'on peut noter. Purple Kiss, pareil, un très très bon groupe, avec des très bonnes musiques, les membres elles sont géniales. Et en plus, un groupe qui a commencé en 2021. Ensuite, on peut également parler de leurs grandes sœurs, entre guillemets, les Mamamoo. Mamamoo, qui sont pareil, sont incroyables, qui est le groupe dont on a commencé à faire les vidéos présentations, puis c'est vrai qu'on n'a jamais continué cette série, mais vous inquiétez pas, on va continuer ça, on va finir notamment la présentation des Mamamoo et présenter plein d'autres groupes, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps de continuer cette série de vidéos. Comme je vous disais, on avait commencé à le faire sur aespa, puisqu'on voulait faire une partie Mamamoo, une petite pause quand ça prendrait quelqu'un d'autre, puis revenir sur Mamamoo, et puis voilà, varier un peu, et que ce soit jamais plein de vidéos sur la même personne. Et au final, la vidéo sur aespa, elle a mis du temps à sortir, et après elle me plaisait plus, du coup on a perdu beaucoup de temps là-dessus, et puis voilà. Ensuite, on a les Weekly, dont on voit l'album ici, que j'aime énormément également, notamment au mois d'août. Je passais tout mon temps à écouter Holiday Party, tellement je n'avais pas forcément envie de revenir en cours. Ensuite, les Niziu, donc là qui est plus de la J-pop, mais Niziu, pareil, incroyable. Même encore aujourd'hui, j'écoute assez régulièrement Chopstick, tellement j'adore. Tribe et Kingdom. Je place ces deux-là ensemble parce que Tribe et Kingdom sont ceux sur qui j'ai fait ma toute première vidéo de mémoire, toute première vidéo entre guillemets réaction à un titre de K-pop, puisqu'à l'époque je montrais pas encore mon visage. À cette époque-là, je ne mettais pas encore les extraits vidéo, donc en fait j'ai juste mis une photo, comme pour les Pixies, j'ai juste mis une photo, parce que Pixies pareil, c'est au tout début des moments où je parlais de K-pop, où j'étais juste une vidéo et puis je parlais du MV et tout, de ce que j'avais vu et tout. Et franchement, Tribe du coup et Kingdom, j'ai connu vraiment leur début comme les Pixies. Et voilà, parce que Purple Kiss, j'ai pas connu du moins j'ai pas connu Ponzona en direct. Voilà, contrairement à Tribe, Kingdom et les Pixies. Ensuite, on a les Ex-Denary's Hero, pareil, qui sont incroyables. J'adore leur style et j'espère qu'ils vont aller très très loin. Et pareil, leur musique, je l'écoute quasiment tous les jours. Pareil pour le groupe Yves, qui, comme le précédent, trois précédents qui ont débuté en 2021. Yves qui est hyper bien, en plus avec deux anciennes membres d'Ice One, ce qui fait très plaisir de les revoir, ce qui ne veut pas dire que les autres sont mauvaises, mais c'est juste que John Won Young et Yoonjin, on les connaissait déjà d'avant, donc voilà.
Ensuite, il y a les Stray Kids que j'ai beaucoup aimé, notamment avec le titre Thunderous, que j'écoute encore énormément aujourd'hui. Pareil pour Monsta X, dont j'écoute énormément le titre Rush Hour, qui est incroyable. Et la dernière personne pour la musique, c'est Sunmi que j'ai découvert grâce à Big G K-pop, avec le titre Sirène, dont il avait fait une réaction de mémoire. Donc voilà, pour ce qui est de la K-pop, tout ce que j'ai découvert et que j'ai adoré découvrir cette année. Ensuite, on va parler des séries télé. Du coup, là, j'ai pris que des séries qui sont sorties en 2021. Voilà, alors il n'y en a pas non plus énormément parce que je regarde beaucoup de séries, mais ça arrive aussi de regarder beaucoup de séries qui sont un peu plus anciennes et tout. Je ne regarde pas forcément ce qui sort actuellement et vous allez forcément le voir, même s'il y a quand même certaines choses qui se suivent, mais vous allez voir que j'ai pas regardé tant de séries que ça. Par exemple, on retrouve Faucon et le soldat de l'hiver. Honnêtement, c'est une série pour laquelle je n'attendais absolument rien du tout. Et au final, c'est une série pour laquelle j'ai été hyper surpris, que j'ai aimé le suivre l'aventure. C'est pas non plus la meilleure série du monde, mais juste pour tout le travail qu'il y a autour du Captain America qui devient US Agent. J'ai adoré le travail autour de lui. En plus, après, c'est vrai que le nouveau costume de Faucon Captain America, il flash un peu aux yeux, mais honnêtement, il est juste hyper classe avec ce costume. Et franchement, moi, j'ai plutôt bien aimé. C'est pas ma série Marvel préférée, mais j'ai bien aimé cette série-là. Ensuite, on retrouve Loki. Pareil pour Loki, j'ai aimé la série. C'est pas non plus ma série préférée. Mais pareil, j'ai adoré suivre les aventures de Loki, rencontrer Sylvie, les autres Loki, voir l'apparition de Kang le Conquérant, même s'il ressemble pas vraiment au Kang que je rêverais de voir à l'écran, mais bon, comme il y a plein de versions différentes à travers les temps dans les comics, et voilà, on peut imaginer qu'un jour on aura vraiment notre Kang le Conquérant avec sa face bleue et habillé tout en vert et violet. Voilà, on verra dans Ant-Man Quantum quelque chose là. Ensuite, on a Hawkeye qui vient tout juste de se terminer il y a 1 ou 2 semaines. Pareil que j'ai beaucoup aimé. Tout le traitement autour de Hawkeye était génial. J'ai adoré Kate Bishop. Après, j'ai adoré le retour du Kaïd aussi, même si effectivement il se prend une raclée un peu trop facile par une novice. Mais en soi, j'ai beaucoup aimé quand Hawkeye il a l'appel avec son fils qu'il n'entend rien et que c'est Kate qui écrit sur un papier tout ce que l'enfant il dit et tout. La scène elle est tellement triste et vraiment c'est une scène qui m'a pas mal touché, vraiment j'ai adoré. Ensuite, on a What If qui est la série d'animation Marvel, pareil, qui du coup est canon apparemment à l'univers Marvel, puisque dans l'épisode Doctor Strange, on a le sorte de le Dark Doctor Strange qui apparemment sera dans le film Doctor Strange 2. Donc apparemment, ce qui se passe dans What If peut être canon à ce qu'il y a dans Doctor Strange 2. Et du coup, What If, j'ai bien aimé parce que j'aime bien ce côté où on voit nous, enfin surtout quand on connaît déjà tous les films et tout de base, et revoir un peu comment ils auraient pu changer et tout. Bon, on a les épisodes en mode Marvel Zombie, pareil que j'ai bien aimé parce que ça a montré ça faisait un petit clin d'œil aux comics, puisque le comics Marvel Zombie écrit par des showrunners enfin pas les showrunners mais les scénaristes du comics Walking Dead, c'est eux qui ont écrit du moins le comics Marvel Zombie que j'ai. Du coup c'était super, et puis vraiment l'épisode où Ant-Man se met à buter tous les super-héros quand Nick Fury essaie de créer les Avengers, vraiment j'ai kiffé cet épisode. Et après j'ai kiffé les autres en général, mais pour moi c'était l'épisode que j'ai préféré. Ensuite, comme une majorité des gens, j'ai également kiffé Squid Game, qui pour moi est une très très bonne série.
euh, qui du coup est très violente visuellement et mentalement. Mais j'avoue que moi j'aime bien ce genre de série. En plus, l'idée d'utiliser des jeux pour enfants pour tuer des gens, mais avec quand même un contexte bien particulier. Vraiment, on n'a pas encore fait de vidéo là-dessus avec le maître d'Anacalypsie, mais ça viendra. On a surtout attendu que toute la vague autour de Squid Game passe, parce que je déteste parler d'un sujet quand il est trop populaire, parce que si tu dis que t'aimes bien, tout de suite tu te fais insulter ou tu te fais attaquer parce que là t'es un mouton, tout le monde aime bien, donc t'es un mouton, t'as pas le droit d'aimer. Et si tu dis que t'aimes pas, t'es juste un connard qui comprend rien à l'œuvre et tout. Donc voilà, les franchises à trop gros succès, je préfère éviter d'en parler pendant le moment où ça a du succès, parce que quoi que tu dises, il y aura toujours des gens pour dire de la merde. Alors surtout que c'est une série qui est très très bien écrite. Malheureusement, il y a cette fin qui est complètement nulle où le mec décide de repartir. Tout ça pour qu'il y ait une saison 2, et ça je trouve ça complètement nul, parce que pour moi Squid Game aurait dû être une série en une saison. En une saison, la série aurait été juste parfaite, quoi. Et malheureusement, bah, va y avoir une suite, et ça fait chier. Ensuite, la dernière série de cette vidéo, c'est My Name. My Name que j'ai beaucoup aimé, qui est également un drama coréen. Et voilà, c'est juste l'histoire. Pareil, je pense qu'à un moment on fera une vidéo dessus, mais pas tout de suite. Parce qu'il faudrait que le maître d'Anacalypsie la voie. Mais en gros, dans My Name, c'est l'histoire d'une fille dont son père est assassiné sous ses yeux. Et du coup, elle décide de se venger. Et pour cela, elle va rejoindre une sorte d'organisation criminelle afin de retrouver le meurtrier de son père. Et dans cette organisation, elle va apprendre que le meurtrier est un flic. Et du coup, elle va faire une... mince, comment on appelle ça? Elle va du coup entrer sous couverture, s'infiltrer voilà, dans la police afin de retrouver le meurtrier de son père. Du coup c'est beaucoup moins violent que Squid Game, mais ça reste un très bon thriller avec un bon plot twist à la fin de l'épisode 6. Même si moi j'ai été très pris dedans, donc c'est vrai que euh, j'étais vraiment à fond dans l'histoire et ça m'a bien pris aux tripes. Mais j'avoue que si t'es pas vraiment fan de ce genre de série et tout, ou que t'as juste envie d'être un gros con qui a envie de faire celui qui aime la qualité et qui veut trouver des défauts, bah c'est vrai que le plot twist en soi il peut être assez prévisible, mais en vrai, quand t'es à fond dans les épisodes, en vrai, tu vois même pas venir tellement la série elle est plutôt bien écrite, puisque tous les indices sont hyper bien foutus, et du coup, tu rentres dedans, et puis au moment du plot twist, t'es en mode waouh, mince, qu'est-ce qui se passe? Et après, tu te dis, c'est vrai que si j'étais un peu moins dans le truc, j'aurais pu le deviner. Mais bon, c'est un peu quand même la force de ces séries, du coup, de faire rentrer vraiment les gens dedans. Ensuite, on va passer au film que j'ai aimé cette année. Alors, si vous avez aimé ou pas aimé, hein, c'est pas très très grave. En tout cas, moi je parle de ceux que j'ai aimés. Donc, il y a eu The Suicide Squad, que j'ai adoré. Déjà, il n'y a pas Will Smith, donc déjà pour moi, c'est un énorme soulagement parce que je vous avoue que moi je déteste Will Smith, c'est pas un acteur que je tiens énormément dans mon cœur. Donc le fait qu'il soit remplacé par Idris Elba, que moi je kiffe Idris Elba, donc déjà voilà, ça fait quelque chose pour moi. Puis ensuite l'histoire est vraiment cool, un peu dommage, ça ressemble un peu à certains aspects aux Gardiens de la Galaxie, mais en vrai le film est vraiment très très bon, il y a beaucoup d'action, il y a des scènes quand même pas trop mal. Alors le film a quand même ses petits défauts, notamment là quand ils viennent chercher Rick Flag et qu'ils se mettent à buter tout le monde dans un camp, et que du coup ils rentrent dans une tente, il y a Rick Flag qui est en train de parler avec des soldats et la chef de résistance, mais personne n'a entendu, tous les gens en train de se faire buter dehors, tu te dis c'est quoi cette scène, ok, c'était juste pour montrer qu'il y avait la plus grosse entre John Cena et Idris Elba, sauf que ben, dans la cohérence ça marche pas du tout. Mais bon, le reste du film est vraiment bien, on est
vraiment bien diverti par ce film, je trouve, donc c'est plutôt pas mal. Surtout quand tu te dis que le méchant final, c'est une étoile géante. Bref, enfin une étoile de mer géante. Ensuite, pour rester sur les super-héros, on a eu Shang-Chi, la légende des 10 anneaux. J'avoue que j'ai été surpris. Au début, je voulais pas trop le voir parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Surtout quand j'entendais des reviews qui disaient qu'il faisait pas mal référence à des films chinois et tout. Je suis pas très fan des films d'arts martiaux chinois. J'aime plus les films d'arts martiaux indonésiens où là c'est beaucoup plus terre à terre et les combats sont beaucoup plus réalistes et violents. Notamment dans The Raid. Pour ceux qui connaissent pas, vraiment faut regarder The Raid. C'est un film indonésien sur un flic qui s'appelle Rama qui au début doit rentrer dans un immeuble avec une autre bande de flics pour arrêter un trafiquant, sauf qu'au final ils se font trahir et du coup ils doivent survivre là-dedans avec dans un immeuble rempli de drogués et de trafiquants. Et du coup, c'est que de la survie dans l'immeuble pendant tout le premier film. Et le deuxième, c'est une infiltration. Pareil, il s'infiltre dans un gang, enfin plus une mafia là, afin d'essayer de démanteler un flic pourri qui est en lien avec plusieurs mafias de Jakarta. Et vraiment, les scènes de combat elles sont énormes. Et en plus, l'acteur principal, Iko Uwais, est vraiment un maître dans les arts martiaux qu'il utilise dans les films. Donc c'est pas vrai, c'est pas le mec qui fait semblant, c'est vraiment le mec qui fait toutes ses cascades parce que c'est vraiment un maître en arts martiaux dans son pays. Mais cet acteur-là, en plus, il est très connu. Il a joué dans Fast and Furious, il a joué dans Triple X, avec, enfin, du coup, 2 films avec Vin Diesel. Donc voilà, c'est quand même un gars très connu. Et du coup, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, du coup, j'ai été un peu réticent à le voir. Et puis au final, je l'ai regardé. Et finalement, j'ai adoré. Alors, pas forcément pour le film en lui-même, même si quand même les scènes d'action sont plutôt pas mal. Vraiment, les scènes de combat sont plutôt bien. Le film est un peu long, alors c'est vrai que tous les trucs un peu référence aux films chinois, je les ai un peu captés. C'est vrai que j'ai pas c'est pas trop ce qui m'a fait vibrer, mais ce que j'ai adoré, c'est vraiment la relation entre Shang-Chi, sa sœur et son père, et vraiment c'est ce qui m'a plu dans le film. Alors peut-être que certains ça les a pas touchés, en tout cas moi j'ai surkiffé cette relation entre les 3 personnages. Et honnêtement, si je n'avais pas aimé la relation qu'ils ont les uns pour les autres, je pense que le film m'aurait pas plu. Parce que c'est vraiment ce qui m'a fait aimer ce film. C'est vraiment cette relation entre le père et ses enfants. Le père qui se fait corrompre par une créature derrière le mur et tout. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Là, quoi, final, je sais plus c'est quoi précédemment le nom de l'actrice, je le trouve un peu chiante dans le film, mais bon, c'est les films Marvel, on est habitué qu'il y ait toujours un personnage avec un humour très lourd. Et du coup, non, pas pour finir, pour finir, ouais, non, pas pour finir, mais on a Spider-Man No Way Home, qui est le dernier film que j'ai vu au cinéma de l'année, qui était vraiment très bien. Donc pareil, comme pour The Suicide Squad, il y a quelques petits problèmes de cohérence. Mais en soi, le film était génial, voir les 3 Spider-Man, même si honnêtement, moi j'aime pas Tobey Maguire, j'étais très content de revoir Andrew Garfield que je surkiffe. Voilà, revoir Electro qui fait partie des incohérences, mais Electro c'est un de mes super vilains préférés, donc j'étais content de le voir. Revoir tous les autres, le bouffon vert, Dr Octopus, le lézard, avec les acteurs d'origine et tout, c'était génial. Et vraiment, le film est plutôt très bon. Alors pareil, faut vraiment aimer. Moi, je suis un énorme fan de Spider-Man, donc j'étais très content de ce film. Ensuite, si on veut vraiment finir avec les super-héros, il y a Black Widow. Alors Black Widow, c'est un film que j'ai vu, je crois que c'est peut-être le 2e film que j'ai vu de l'année au cinéma, pour dire à quel point, en même temps avec tous les trucs du Covid, ça a été long de pouvoir retourner au cinéma. Mais j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, j'ai passé un bon moment, surtout grâce au personnage de Florence Pugh. Donc j'ai oublié comment elle s'appelait, la sœur. Parce que c'est Natasha et l'autre, j'ai oublié comment elle s'appelait. Yelena, voilà, Yelena Belova. Et du coup, c'est surtout grâce à elle que j'ai aimé le film. Voilà, parce que le problème, c'est qu'autour de Black Widow, l'histoire elle est bien, mais en vrai, moi, j'arrive pas à avoir de l'empathie pour son personnage, parce que on sait très bien qu'elle est morte dans
Endgame. Ça fait que le film, en fait, de Black Widow, il se place avant Infinity War. Ce qui fait que, en fait, le film ne marche pas très très bien en termes de cohérence dans le temps, puisqu'il à la base, il aurait dû sortir avant Infinity War. Et puis après, on aurait eu le tout, et du coup, ça aurait été génial, parce que du coup, s'il était sorti avant Infinity War, on aurait pu se dire, mince, est-ce qu'elle va survivre, est-ce qu'elle va mourir et tout. Que là, dans ce film, comme il sort après Endgame, où elle est déjà morte, eh ben, on s'en fout un peu de ce qui peut lui arriver, parce qu'on sait qu'elle va pas mourir. Donc à aucun moment, il y a ce sentiment de dire, mince, elle est en danger ou quoi que ce soit, parce que on sait qu'elle le saura jamais. Voilà. Mais le film en lui-même était quand même assez cool. Ensuite, on a Raya et le dernier dragon. On en a fait une vidéo avec le maître d'Anacalypsie. Le film était vraiment bien. Moi, honnêtement, j'ai bien aimé. Alors, c'est pas le meilleur Disney du monde, mais honnêtement, le film fait son effet. Moi, j'ai passé un bon moment devant. J'ai adoré les références à la mythologie, enfin, pas à la mythologie, mais aux dragons asiatiques, qui font plutôt partie de la mythologie, voilà. Après tout le voyage et tout, j'ai adoré, même si forcément pareil il y a des petits défauts comme le bébé, ça commence à me casser les couilles de voir des bébés dans tous les trucs, hein, bébé Groot, bébé Yoda, bébé machin. Vraiment ça commence à être hyper chiant et puis honnêtement sur moi ça vend pas du tout les bébés, hein, ça ne marche pas du tout. Et voilà, j'ai trouvé l'histoire assez cool, même si pareil c'est trop rapide, les gens deviennent potes avec elle beaucoup trop facilement, mais bon, c'est comme ça malheureusement. Ensuite, on a Lucas. Alors, Lucas, c'est comme Black Widow, c'est un film que j'ai plutôt bien aimé, mais sans plus, on va dire. Mais l'histoire était vraiment très très belle. En fait, c'est ça, c'est beau à regarder, l'histoire est très belle. Par contre, je le regarderai pas une deuxième fois. Je pense qu'une fois, ça m'a suffi. À moins que les gens veulent vraiment que je fasse une vidéo dessus, et puis bon, bah là, je serai obligé de regarder une deuxième fois, mais honnêtement, voilà, pour moi ça se regarde une fois et puis c'est suffisant, c'est très beau, l'histoire est très belle, mais c'est aussi très long et un peu chiant entre guillemets quoi. Mais le film, honnêtement, je vous le conseille quand même parce que l'histoire est très très belle et mérite d'être regardée. Ensuite, on a Jungle Cruise. Alors, Jungle Cruise, pareil, moi j'ai beaucoup aimé. Après, on va dire que déjà le fait d'avoir un Dwayne Johnson et Emily Blunt, qui sont deux personnes que j'adore énormément, bah forcément ça joue un petit peu. Et même l'histoire, j'ai trouvé assez cool. Tout le voyage était cool. Le plot twist sur le fait que Dwayne Johnson est un immortel qui a trahi le méchant, je trouvais ça assez sympa. Toute la fin où il essaye de se sacrifier puis que finalement Emily Blunt va le sauver et tout, c'était assez cool. Puis voilà, c'est vrai qu'il a beaucoup été comparé du Pirates des Caraïbes ou des choses comme ça. Et puis moi honnêtement ça me dérange pas, j'adore ce genre de film, donc j'ai plutôt bien aimé. Et puis voilà, après comme je disais c'est pas non plus le meilleur film, mais vraiment il était très très bien. Et le dernier film de la liste, on est toujours avec Dwayne Johnson, et c'est le film Red Notice, avec également Ryan Reynolds et Gal Gadot. Et vraiment, j'ai adoré le film, à part l'humour de Ryan Reynolds qui me gonfle. Vraiment, dans tous ses films depuis Deadpool et même un peu avant Deadpool, il ne fait que ça et c'est chiant. Je déteste les acteurs qui font tout le temps la même chose. Et surtout quand le personnage, entre guillemets, ne s'y prête pas. Je veux dire, Deadpool, le personnage est comme ça dans les comics, donc il joue comme ça, c'est bien. Mais par exemple, Pikachu, pourquoi est-ce qu'il le joue comme ça? Pourquoi est-ce que là, un voleur de bijoux, enfin, je sais même plus vraiment ce qui. Enfin, un voleur, oui, c'est des œufs, je crois, qui volent, mais un voleur d'œufs, un personnage de jeu vidéo, pourquoi est-ce que tout le monde ressemble à Deadpool dès qu'il joue un personnage? Bref. Mais le film était quand même très bon, notamment avec The Rock qui travaille dans la police, qui finit en prison parce qu'il a été piégé, qu'ensuite avec Ryan Reynolds ils vont essayer de retrouver les œufs pour empêcher Gal Gadot d'avoir les œufs parce que c'est elle qui les a piégés, machin et tout, il y a toute une petite histoire et j'adore la fin quand t'apprends qu'en fait The Rock et Gal Gadot depuis le début ils sont de mèche contre Ryan Reynolds pour que ce dernier les emmène aux 3 œufs et tout. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Bon après, je trouve pareil un peu dommage que Ryan Reynolds les retrouve à la fin, qu'il est là en mode allez on va faire équipe tous les trois pour essayer de cambrioler un autre truc et tout. Je trouve ça un peu dommage parce que je suis pas un grand fan d'avoir des suites quand un film est bien.
Là, le film était vraiment bien et je pense qu'il se suffisait à lui-même. The Rock et Gal Gadot, en le trahissant et tout, ils passaient pour des bâtards et c'était très très bien. Ryan Reynolds qui se faisait arrêter, c'était très très bien. Pour moi, ils n'avaient pas besoin de continuer après ça. Comme ils l'ont fait quoi, enfin comme ils vont le faire, mais bon c'est Netflix, hein, dès qu'un truc fonctionne, comme toutes les grosses sociétés, il faut qu'ils fassent du pognon quoi, hein. Ils ont ça en bouche. Ensuite on va finir par le catch, et on a tous les bons matchs que j'ai aimés en pay-per-view puisque je n'ai pas regardé les weekly. J'ai noté d'abord le fait que Bianca Belair gagne le Royal Rumble 2021. J'ai kiffé ça parce que Bianca Belair est une jeune catcheuse et pour moi c'est vraiment la première catcheuse qui mérite sa victoire au Royal Rumble. Ce que je veux dire c'est que la première fois on a eu Asuka qui a gagné le premier Royal Rumble, mais Asuka elle était déjà au sommet de la WWE, donc pour moi elle n'avait pas forcément besoin de gagner ça pour être encore plus forte. Ensuite on a Becky Lynch qui s'est incrustée dans le match alors que normalement elle ne devait pas en faire partie pour gagner le match et tout. Pareil c'était nul, Becky Lynch est l'une des plus grosses superstars de la WWE, donc pour moi elle n'avait pas besoin de gagner ça non plus. Ensuite on a eu Charlotte Flair qui est également l'une des plus grosses superstars de la WWE, pareil elle n'avait pas besoin de gagner le Royal Rumble et tout ça. Et ensuite on a eu Bianca Belair, et là Bianca Belair c'est vraiment quelqu'un qui est en train d'être construit et tout, qui le gagne pour ensuite aller à WrestleMania, et pour moi Bianca Belair vraiment c'est la première fois que je trouve qu'une femme mérite sa victoire au Royal Rumble. Et en plus, voilà, c'était un très beau match. En plus, une fin face à Rhea Ripley. Donc, dans tous les cas, on allait avoir une jeune star qui allait gagner le Royal Rumble. Donc, dans tous les cas, que ce soit Bianca Belair ou Rhea Ripley, même si je suis plus team Bianca Belair, j'aurais été content de ce résultat. Ensuite, également au Royal Rumble 2021, on a le match Kevin Owens contre Roman Reigns en Last Man Standing, que j'ai adoré, vraiment c'était super, il y avait pas mal de violence quand même. On retiendra notamment ce moment où Kevin Owens se fait dégommer par Roman Reigns dans une sorte de voiturette de golf, vraiment c'était génial. C'est un peu dommage la façon que c'est filmé, qu'on voie Kevin Owens sauter contre le carreau, mais en même temps voilà, faut qu'il prenne le moins de risques possible. Et puis il y a aussi ce truc avec les menottes et tout qui est un peu problématique, qui fait un petit botch, mais honnêtement pour moi ça n'a pas gâché mon plaisir du match. Parce que j'avoue que moi j'étais tellement dedans, tellement dans le stress et tout, que j'avais même pas capté que le décompte a été un peu botché. Donc voilà. Ensuite on a le match à Fastlane 2021. Roman Reigns contre Daniel Bryan avec Edge en arbitre spécial, que j'ai adoré. Surtout que pendant tout le long, alors que les trois sont en rivalité, il se passe pas grand chose. Dire Edge, on le connaît, c'est un opportuniste, à n'importe quel moment il aurait pu attaquer un des deux, et il ne fait rien, il laisse Roman Reigns et Daniel Bryan se battre et tout. Le match il est très très bon. Et puis à une ou deux reprises, je sais plus, il y a Daniel Bryan qui, dans une esquive de Roman Reigns, qui dégomme Edge. Et du coup, il y a un moment, Edge, il pète les plombs, il va chercher une chaise, il dégomme tout le monde. Le match était génial. Vraiment, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé ça. Ensuite, on a un match Bronson Reed contre Isaiah Scott, contre Cameron Grimes, contre LA Knight, contre Dexter Lumis, contre Leon Ruff dans un gauntlet match au NXT TakeOver Stand and Deliver 2021. Qui, du coup, les gauntlet match, c'est quand tu as deux catcheurs qui se battent. Il y en a un qui gagne, du coup le deuxième il rentre, il y en a un qui gagne, le troisième il rentre, et puis voilà, vous avez compris le système. Et vraiment le match m'a permis de découvrir Bronson Reed, d'adorer ce catcheur. Vraiment il m'a énormément impressionné durant ce match, plus que dans son match face à Gargano le lendemain. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé ce gauntlet match, tout le monde était vraiment très bon, mais Bronson Reed est vraiment celui par son gabarit et ce qu'il nous a montré qui m'a le plus impressionné. Ensuite, on a eu le match Kyle O'Reilly contre Adam Cole dans un match sans disqualification à la même soirée, ou peut-être le lendemain, mais de toute façon c'est toujours le même NXT TakeOver. Et pareil, le match était assez violent, c'était
un disciple qui affrontait son ancien boss, et c'était très très cool, le match était super. Le seul problème pour moi c'est la durée, parce que de mémoire le match il dure quasiment 40 minutes, c'est hyper long pour moi, pour un match comme ça, normal. Enfin normal, il est sans disqualification, mais vous voyez ce que je veux dire, quand il n'y a pas une stipulation comme le Royal Rumble, qui du coup le fait que 30 personnes arrivent à 1 minute 30 d'intervalle, bon bah voilà, ça, tu dis c'est normal que ça dure au moins 40 minutes le match quoi. Mais voilà, le match était quand même très très bien sans compter le timer. Ensuite, on a le match Braun Strowman contre Shane McMahon dans un Steel Cage à WrestleMania 21. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le match parce qu'on se demande beaucoup comment Shane McMahon peut survivre à Braun Strowman dans une cage. Et en plus, il y a ce moment, je pense qu'on se souviendra pendant un petit moment, où Braun Strowman, quand Shane McMahon est de l'autre côté de la cage, qu'il attrape la cage et puis qu'il arrache la cage pour renvoyer Shane McMahon dans le ring et lui faire le tomber dans le ring. Bon là, on a peut-être préféré que Braun Strowman sorte de la cage, mais vraiment, juste pour la scène où il arrache la cage, c'est juste énorme. Et moi, honnêtement, j'ai adoré, ça me fait un petit effet. Ensuite, on a le main event de la nuit 1 de WrestleMania 21, enfin 2021, Bianca Belair contre Sasha Banks, qui était incroyable. En plus, on a ce moment où Bianca Belair met un énorme coup de natte dans le ventre de Sasha Banks, qui en a gardé la marque pendant un petit moment. Et en plus, Bianca Belair qui obtient son tout premier titre de championne de SmackDown en battant l'une des Four Horsewomen voilà, de WWE, donc une des femmes qui a construit la division féminine. Donc vraiment, c'est pas non plus une victoire anodine, quoi. C'est vraiment contre quelqu'un de très important et de très fort dans la construction de la WWE. Donc vraiment, c'était très très cool. Et puis même Sasha Banks, on voyait qu'elle était très fière de la victoire de Bianca Belair malgré sa défaite. Et ensuite, on a le match de la nuit 2 de WrestleMania, le main event. Donc Roman Reigns contre Edge contre Daniel Bryan, qui est clairement un des meilleurs matchs de l'année selon mon avis. Vraiment, ce match est incroyable. Et surtout, la fin où je crois que c'est Edge qui met un concerto à Daniel Bryan. Ensuite, Roman Reigns qui dégomme Edge, et puis vraiment il le prend, et puis il fait le tomber sur les deux adversaires en même temps, pour bien montrer qu'il domine la WWE et tout, c'était incroyable, vraiment j'ai adoré ce match. Ensuite, on a les Survivor Series masculins de 2021, pareil que j'ai adoré, surtout pour ce qu'ils ont fait avec Jeff Hardy. C'est-à-dire que déjà les deux équipes sont plus ou moins bien équilibrées, bien éliminées et tout. Et à la fin, il restait plus que Jeff Hardy face à Austin Theory et Seth Rollins. Et puis on a Jeff Hardy qui arrive à s'en sortir, qui même après s'être pris un Brock Kick, arrive à éliminer Austin Theory. Et puis tout le monde y croit, toute la foule était à fond sur Jeff Hardy. Bon, au final, il perd sur le stomp de Seth Rollins. Mais le match, vraiment, il était génial. Et toute la pop qu'il y a eu autour de Jeff Hardy, c'était vraiment super. C'est un peu dommage qu'ils aient pas fait gagner Jeff Hardy, mais vraiment ce match était vraiment très très bien et montrait que Jeff Hardy est encore énormément aimé par les fans, même si on va parler de Jeff Hardy dans l'autre vidéo. Ensuite, on a les deux Wargames que j'ai bien aimé. D'un côté, le Wargames féminin était quand même un peu moins impressionnant, mais j'ai beaucoup aimé la prestation de Cora Jade, qui je trouve peut être une très bonne catcheuse en devenir. Là, j'ai vu qu'elle avait déjà... parce qu'à Day One, ils ont montré une petite affiche pour montrer que du coup, elle allait avoir un match de championnat contre Mandy Rose, et je pense que c'est Raquel Gonzalez, parce que ça va très vite. Donc apparemment elle a déjà un match pour le titre en triple straight match, donc à voir ce que ça donnera. Mais je pense que c'est une fille qui peut aller très loin et qui peut être, je pense, une très bonne championne babyface. À voir avec le temps ce que ça donnera. Et puis la team ancien contre jeune chez les mecs des Wargames, pareil, le match était très très long avec je ne sais même plus qui c'est qui a gagné, alors qu'en plus je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, ce Wargames. Mais je
je pense que c'est quand même les anciens, sachant que Gargano allait bientôt quitter la WWE puisqu'il est parti la semaine d'après de mémoire. Mais vraiment, le match était vraiment très très bien et je le conseille. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ai parlé de tout ce que j'avais aimé dans cette année 2021. Et du coup, on va continuer à découvrir plein de choses durant cette année 2022. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!